Les films qui ont changé nos regards, Michel Halberstadt. Bonjour, bienvenue en direct en ce jeudi 5 août pour le 4e jour de notre série Les 10 films qui ont changé nos regards. Aujourd'hui, attention, film culte. Adoré par les uns, méprisé par les autres, un film romantique, fougueux, fiévreux, qui célèbre la vitesse et la pesanteur, l'innocence et la jeunesse. Un film qui fait de la cinéphilie une religion et qui transforme chaque visage en icône. Un film où un amoureux fait des tours de magie pour séduire une adolescente au visage de Madone. Un film où Michel Piccoli a les cheveux blancs et Juliette Binoche la coupe de Louis Brooks. Un film qui nous prouve avec exaltation que, comme dirait Maurice Pialat, l'amour existe. Il est sorti en novembre 86 et il s'appelle Mauvais sang. Pour évoquer ce deuxième film de Léos Carax avec nous aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Christophe Honoré. Bonjour Christophe. Bonjour. En 95, vous avez quitté la Bretagne pour venir vous installer à Paris et vous avez commencé par publier des livres pour enfants, dont Tout contre Léo, des romans tels que L'Infamie en 97 ou La Douceur en 99, des pièces de théâtre et vous tenez des chroniques à l'époque dans diverses revues, dont, on s'en souvient, les mordantes chroniques de Christophe Honoré dans les Cahiers du cinéma. Vous créez votre première pièce, Les Débutantes, en off au Festival d'Avignon en 98. Au cinéma, c'est en 2002 qu'on vous découvre, grâce à 17 fois Cécile Cassard, avec Béatrice Dalle et Romain Duris, qui est sélectionné à un certain regard au Festival de Cannes. La même année, Tout contre Léo devient un film que vous réalisez pour la télé, et vous publiez un livre qui s'appelle Scarborough. En 2004, vous réalisez Ma mère, d'après Georges Bataille avec Isabelle Huppert et Louis Garrel. En 2005, vous présentez à Avignon Les Bacchantes d'Euripide, et vous publiez le livre pour enfants. En 2006, vous réalisez Dans Paris avec Louis Garrel et Romain Duris. En 2007, c'est Les Chansons d'amour, drame musical en compétition au Festival de Cannes. 4 nominations au César et 1 César gagné. En 2008, vous revisitez La Princesse de Clèves, ce sera La Belle Personne avec Léa Seydoux, en compétition à Saint-Sébastien. En 2009, vous montez Angelo Tirant-Padoue au Festival d'Avignon. Vous réalisez Non ma fille, tu n'iras pas danser avec Chiara Mastroianni, que vous retrouvez un an plus tard pour L'Homme au bain. En 2011, retour au film musical avec Les Bien-Aimés, avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni qui fait la clôture du Festival de Cannes. En 2012, vous présentez à Avignon Nouveau Roman. En 2014, vous adaptez au cinéma Les Métamorphoses d'Ovide et vous lancez dans le théâtre lyrique avec une adaptation du dialogue des Carmélites de Francis Poulenc. En 2016, vous réalisez aux surprises Les Malheurs de Sophie, mais oui, avec Anaïs Desmoustiers, Muriel Robin et Golshifteh Farahani. En 2017, vous publiez Ton père. En 2018, vous retrouvez la compétition cannoise avec Plaire, Aimer et Courir vite qui met en scène Pierre Deladonchamp et Vincent Lacoste. Vous remporterez le prix Louis Deluc. Vous créez au théâtre Les Idoles. En 2019, votre film Chambre 212 est présenté à un certain regard et Chiara Mastroianni y remporte le prix de la meilleure actrice. Enfin, en 2021, vous mettez en scène à la Comédie Française Le Côté de Guermantes. Mais le second confinement interrompt le spectacle très rapidement, au bout de 10 jours, je crois. Oui. Il a cependant reçu cet été le Grand Prix qui distingue le meilleur spectacle théâtral de l'année. Et parallèlement, vous avez tourné un film avec la troupe intitulé Guermantes, dans lequel vous mettez en scène une troupe précisément dont le spectacle est annulé et qui choisit de continuer à jouer quand même pour le plaisir d'être ensemble. Un film qu'on pourra voir au cinéma le 29 septembre. Enfin, du 22 au 31 octobre, vous allez assurer la programmation du Forum des Images avec des films comme Une carte au trésor qui aurait pour points cardinaux l'amour, la Bretagne, la critique et le désir. Alors Christophe Honoré, j'ignore quel est votre lien avec le film de Léos Carax, mais vous demander de venir en parler m'a paru être une évidence parce que dans Aimer, plaire et courir vite, par exemple, un film largement inspiré de vos souvenirs d'adolescents, il y a une affiche de Boy Meets Girl dans la chambre du héros. Aussi parce que votre cinéma est physique, émotif, pas psychologique, parce que vous filmez si bien les corps et la musique, parce que vous aimez les filles et les garçons. Christophe Honoré, vous aviez 16 ans quand Mauvais sang est sorti, vous vous souvenez de la première projection du film ? Ah oui, je m'en souviens très bien. Et puis surtout, après coup, en fait, je suis ravi d'avoir découvert ce film-là à cet âge-là. Je trouve que c'est le film idéal, en fait, quand vous avez 16 ans et que vous commencez à rêver du cinéma. Parce que c'est un film qui vous... je sais pas, c'est un film qui vous emporte en fait. Il y a des films comme ça qui impressionnent et qui vous, je sais pas comment dire ça en fait, qui vous immobilisent un petit peu, vous vous dites on peut pas rêver de ça et puis on peut pas rêver du cinéma en fait face à ces films-là. Et je trouve qu'un film comme Mauvais sang, quand vous le découvrez à 16 ans en fait, il vous donne évidemment envie de monter à Paris avec une caméra et de dire j'ai envie de tourner moi aussi en fait. C'est vraiment
c'est un élan en fait ce film-là. Et donc j'ai découvert, je me souviens très bien à Carhaix-Plouguer, qui est donc une ville du Finistère. Et c'était après le lycée. Je me souviens que j'étais resté, moi j'habitais dans une petite ville à côté, j'étais resté pour pouvoir aller voir le film, je sais pas, j'imagine à la séance de 20h. Et c'était, ça fait partie en tout cas des films qui ont pris la place des autres films en fait. Et vous vouliez déjà être cinéaste à 16 ans. Déjà être cinéaste, oui, à 16 ans. Enfin, après, vous savez ce que c'est quand vous commencez à dire à vos amis, à votre famille, à 15-16 ans, je veux être cinéaste, et que en même temps, vous êtes dans un petit village en Bretagne, tout le monde vous regarde en général avec un air un petit peu apitoyant en disant le pauvre garçon, ça lui arrivera jamais, mais on va lui dire oui, bien sûr. Et oui, c'était vraiment... En plus, il était très jeune, quand même, Carax. Oui, il avait 25 ans. Il avait 25 ans, donc il y avait quand même aussi cette espèce de proximité. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression de voir un film d'adulte, mais plutôt un film de grand frère, en fait. Et ça rendait le cinéma possible. Possible, proche, et surtout, c'était comme si... ce qui était faux, d'ailleurs. Parce qu'il préparait le terrain pour personne, en fait, Carax. C'est-à-dire parce que c'est des films... Je sais pas comment dire ça, en fait... Carax, il a défini un territoire avec Boy Meets Girl, Mauvais Sang, et puis après Les Amants du Pont-Neuf. Et en fait, plus personne n'a osé aller dans ce territoire-là par la suite chez les cinéastes français. C'est-à-dire... Comment vous définiriez ce territoire, justement? Un non naturaliste, un fantasme du cinéma idéal C'est l'idée de la beauté, je crois. C'est-à-dire que je pense que Carax démarre un tournage en réunissant son équipe en disant qu'est-ce qu'on va fabriquer de beau aujourd'hui. Et l'idée de la beauté est un vrai problème dans le cinéma français. On est tous beaucoup plus obsédés par le réel que par la beauté, ou vous voyez, par le sens que par la beauté. Et je pense que la force de Carax, c'est ça. C'est vraiment d'essayer comme ça de construire de la beauté. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait il s'est isolé lui-même, je pense, beaucoup du cinéma français, et après le cinéma français l'a laissé assez à l'écart, comme si non, c'est bon, Carax s'occupe de la beauté, on n'a pas besoin d'y aller. Et c'est pour ça que en fait au moment de Mauvais Sang, je pensais que ça allait que ça ouvrait en fait, alors que finalement ça fermait plus que ça ouvrait, j'imagine. Alors comment est-ce qu'on fabrique de la beauté? Caroline Champetier, qui maintenant travaille avec lui comme chef opératrice, nous l'explique. Un metteur en scène, ça se fabrique avec peut-être des dessins que Fellini faisait, ou des descriptions ou des références. Chez Carax, il y a beaucoup de références absolument fantastiques. Il nous envoie beaucoup de liens YouTube où on voit, et tout d'un coup on comprend ce qu'il cherche, ce que peut être l'énergie, le mouvement d'une séquence, etc. Donc les images ne sortent pas toutes faites, elles sont fabriquées, et cette fabrication, elle est dans le cinéma, elle est essentielle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on les fabrique de moins en moins. La plupart du temps, ce qu'on voit sur les écrans, c'est des images qui ne sont pas fabriquées. C'est de l'enregistrement pur de 2 personnes dans un espace, ou 3 personnes. Là, et c'est pour ça que je parlais de Méliès, là, on est dans des couches de travail. Et on parle aujourd'hui de compositing image, mais de niveau de ce qu'on va mettre dans l'image pour accéder à, cette idée rêvée, qui est d'abord le rêve de Léos, mais qu'on est obligé de faire nôtre, quoi. Comment est-ce que vous transmettez vos rêves à vous, à votre équipe? Beaucoup avec des systèmes de référence aussi, justement. Je pense que ça, c'est le propre de tous les cinéastes. Il y a toujours un moment où on veut essayer d'expliquer quelque chose. Et puis après, en tant que cinéaste, moi, j'avoue que je faisais ça surtout au début. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté d'expliquer. Parce que c'est dangereux, parce que... Je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que si vraiment vous voulez expliquer ce que vous avez en tête, il faut des longs temps de tournage, il faut des gros moyens, il faut des grosses équipes, et puis tant qu'on n'y arrive pas, en fait, on continue et on refait et on refait et on refait. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les films de Carax entraînent aussi des processus de fabrication très particuliers, très longs, très lents, ou souvent... je crois que c'est presque 30 semaines de tournage. Ça a été 30 semaines, Mauvais Sang. Ouais. C'est insensé, 30 semaines de tournage. Personne n'a 30 semaines. Moi, avec 30 semaines de tournage, je fais 6 longs métrages, si vous voulez. Donc, et
Donc c'est une obsession comme ça. C'est pas tant une question de perfectionnisme, c'est juste de réussir le temps de transmettre, comme dit Caroline Champetier, et puis que les autres arrivent à fabriquer en fait ce que vous avez en tête. Et ce système de référence, je pense qu'on le fabrique tous. Et puis après, de l'autre côté, il y a, moi j'oublie jamais la phrase de Truffaut qui dit ce qui est bien au cinéma, c'est qu'en tant qu'artiste, quand il définit le cinéaste en tant qu'artiste, on fait de la beauté. Et les gens ont toujours l'impression que c'est un petit peu malgré nous, quoi, qu'on l'a fait un peu par hasard. Et c'est vrai que du coup, on est beaucoup à essayer de travailler plutôt sur ce un peu par hasard, c'est-à-dire d'essayer de trouver des moments gracieux ou des moments qui échappent à un moment au récit, et puis soudain où il y a une espèce comme ça de beauté, puisqu'on parle de ça, qui surgit dans le film, qui est éphémère. Et chez Carax, c'est pas ça. D'ailleurs, elle le dit, c'est par séquence. Et c'est la force, et on pourrait dire aussi la faiblesse, d'ailleurs, des films de Carax, c'est qu'ils fonctionnent vraiment par moment. Ils sont comme ça découpés. Et vous voyez, quand vous avez un souvenir en fait d'un film de Carax, vous vous en souvenez par bloc en fait, par bloc de séquence. Et Mauressan, c'est vraiment ça. Et la force après, c'est les blocs du parachute, le bloc de la rencontre du début dans le bus, le bloc de l'hôtel, le bloc voilà. Et mais le film en soi, la continuité intérieure du film, en fait. C'est pas elle qui crée la beauté. Vous voyez, il y a une espèce de ce qu'on lui reproche et ce qu'on lui a reproché beaucoup à l'époque et qu'on continue à le reprocher, c'est-à-dire qu'il met en vitrine en fait, je sais pas, plusieurs diadèmes et puis ben on voit ça. On se promène de l'un à l'autre. On se promène de l'un à l'autre et vous avez raison. On a vraiment ce même sentiment, je trouve, dans les films de Carax que quand on va dans un musée, c'est-à-dire on passe d'un tableau à un autre. Ouais. Et on se souvient des tableaux, etc. Mais en tant que curateur, on va dire, Carax n'est pas que ces tableaux se relient entre eux ou pas, etc. Je trouve que c'est pas tellement son souci. Le récit n'est jamais en fait ce qui prime chez lui. Alors, Léos Carax, on a essayé de l'interviewer, c'est évidemment totalement impossible, mais on a retrouvé une archive de 2012. Il a reçu un Léopard d'or au Festival de Locarno et par miracle, il a bien voulu prononcer quelques phrases. Moi, j'aime bien l'invisible, mais le virtuel n'est pas l'invisible. C'est comme une version paresseuse de l'invisible est habité. Le virtuel est proposé comme un monde qu'on habiterait, qui est un monde sans expérience, si vous voulez. On peut voir ça dans les guerres virtuelles, ou la notion de zéro mort, ou les drones qu'on commande à distance. Il n'y a plus de responsabilité. Moi, j'ai commencé, il y avait encore les caméras à pellicule, les caméras à moteur. Mon premier, quand j'avais 17 ans, j'ai tourné avec une Mitchell, qui était la plus grosse caméra, et la plus belle d'ailleurs. Mes derniers films, je les ai tournés avec des objets grands comme ça. C'est sûr qu'on se sent moins puissant avec ces objets. C'est ce que dit Monsieur Oscar dans le film. Il a du mal à y croire parfois. Voilà, je crois que pour faire du cinéma, il faut de la croyance. Voilà. Alors si l'objet de sa foi est tout petit, on a du mal. Ouais. Mais on y arrive tout de même. Et je pense qu'il y a surtout les jeunes gens qui commencent avec ces caméras-là. Moi, j'ai une petite caméra maintenant qui s'appelle la GoPro, qui est grande comme ça. Je pense que les gens vont arriver à faire des films avec des caméras qu'on ne verra pas. Mais l'expérience sera différente. Christophe Honoré, pour vous aussi, la foi diminue avec la taille de la caméra? Il y a ce risque-là? Il y a un risque. Alors moi, je suis revenu à la pellicule depuis 3-4 films en fait. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qui a amené cette bascule, et est-ce que au niveau de la production, ça n'a pas été compliqué? Si, parce que ça entraîne des coûts et j'ai en général échangé le temps de tournage contre la pellicule. Je préfère tourner que 6 semaines, mais tourner en pellicule plutôt que d'avoir 8 semaines et de tourner en numérique. Alors pourquoi? Et qu'est-ce qui vous a amené à cette décision-là? Et quand est-ce que vous avez toujours tourné en numérique? Non, en fait, j'ai tourné toujours en caméra jusqu'au moment de mon premier film en numérique. Je pense que ça devait être Métamorphose. J'ai fait 2 films en numérique. Et non, en fait, moi, ça paraît idiot, mais c'est à cause des acteurs, en fait.
Je trouve que je vois que les films sont tournés en numérique avec des acteurs. C'est-à-dire si vous sur avez leur peau, l'habitude vous d'aller voulez sur un tournage, Ouais. en fait, c'est qu'on ne dit plus action est coupée, Bien on dit sûr. reprends, puisque il y a rien de précieux en fait. Et donc on se retrouve au moment du montage avec des rushs interminables où en fait le moment de la prise n'est plus un moment sacré et où donc le plan n'existe plus au moment du tournage. Alors que quand vous avez de la pellicule et que vous en avez pas beaucoup, vous faites 3, 4. Si vous allez jusqu'à 5 prises, vous savez déjà que c'est un problème, que dans la journée, le plan suivant, voilà. Et donc, il y a une concentration et des acteurs et de l'équipe technique qui est pas du tout la même. Donc, c'est pas uniquement en termes esthétiques, parce que je préférerais la profondeur de champ à la pellicule, etc., ou la sensibilité, ce qui est vrai aussi. C'est tout simplement, en fait, que je trouve que les acteurs jouent mieux en pellicule. Et parce que c'est autre chose. Autrement, la caméra numérique entraîne toujours un jeu d'acteur que j'appellerais un jeu de caméra de surveillance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Très qu'on bien. met comme ça les acteurs sous pression, Ouais. et puis on tourne. Alors en plus maintenant on multiplie les caméras en numérique, les points de vue, etc. Et on se retrouve avec des espèces de matières qui peuvent donner des très très beaux films par la suite, mais moi, j'aime pas trop cette méthode-là. Je préfère vraiment que le moment de la prise soit un moment un peu sacré, un peu précieux. Alors, on va revenir à Mauvais Sang. On n'a pas encore raconté de quoi ça parlait. Donc, on est à Paris. C'est le passage de la comète allée. La ville est étouffante. Un jeune voyou, joué par Denis Lavant, ventriloque et habile de ses mains, est contacté par deux vieux gangsters, Hans Meyer et surtout Michel Piccoli, pour aller voler la souche d'un virus à la Défense. Il accepte essentiellement pour pouvoir passer du temps avec la compagne d'un des deux gangsters, Juliette Binoche. Alors, Léos Carax a fait 3 films avec Denis Lavant. On va l'écouter parler de ces 3, Alex. La particularité du premier, Alex, c'est que c'est celui qui a scellé un petit peu notre rencontre avec Léos. Comment vous l'avez rencontré? Comment il vous a choisi? Je ne sais pas exactement. On s'est rencontrés avant qu'il puisse tourner le film. Et je crois qu'il avait dû me voir dans les fichiers de la NPE, quoi. Et il m'avait passé à lire son scénario. Et pour moi, c'était quelque chose qui était très loin de mon univers, quoi. Ce personnage-là. C'est-à-dire, ce qui est drôle, c'est que, curieusement, avec Léos, on est proche comme âge. Il a juste 1 an de plus que moi. Donc c'est un petit peu, il y a un rapport de frère aîné. Un petit peu, c'est que je me suis rendu compte que ce qu'il allait expérimenter comme personnage, comme narration, comme rapport à la vie, comme émotivité dans chaque film, c'était moi, c'est-à-dire, je me suis rendu compte que je le réalisais après coup, ou pas forcément tel que lui l'a vécu, mais que j'en avais la compréhension dans ma vie un peu plus tard, comme si il ouvrait une voie, une porte d'une chose qu'il avait déjà expérimentée, comprise, sentie, mais moi en le jouant chaque fois j'étais absolument novice. C'était Denis Lavant sur France Culture en 2004. Christophe Honoré, vous auriez aimé avoir un alter ego? Est-ce que vous en avez eu d'abord? Est-ce que vous estimez que par exemple Louis Garrel et maintenant Vincent Lacoste sont des alter ego? Oui, Louis a été un alter ego. Après, on n'avait pas 1 an d'écart, on avait plutôt 10 ans d'écart, mais ça fonctionne en couple, c'est vrai. Après, c'est étrange parce que évidemment le couple Denis Lavant-Carax, il est essentiel et peut-être plus dans Boy Meets Girl, mais pour moi, le couple dans Mauvais Sang, c'est quand même le couple Binoche-Carax. Bien sûr. C'est elle a insensé Binoche en fait dans Mauvais Sang, et elle a insensé pas uniquement parce qu'on pourrait dire comme ça qu'il la réinvente cette actrice. Il l'invente même parce que mais il l'invente, oui. ouais. C'est-à-dire que quand vous re-regardez Rendez-vous de Téchiné, donc qui est tourné juste avant, où on reconnaît Binoche, c'est-à-dire que Juliette Binoche d'aujourd'hui, on la reconnaît dans Rendez-vous. Elle a comme ça cette espèce d'énergie, ce rire, cette faculté comme ça à basculer dans le tragique. Et on la sent tellement. C'est assez rare quand même quand soudain un cinéaste filme son actrice avec une espèce de possession amoureuse, quoi, qui est réelle. Et là, dans Mauvais Sang, il
il la met ailleurs. Et c'est très très étrange ce qu'elle fait dans Mauvais Sens. C'est très difficile, je pense, pour une actrice parce qu'elle est dans l'empêchement de jouer sans cesse par le film. L'écriture en plus du personnage n'est pas incroyablement, vous voyez, développée, ouais. Elle a pas grand chose. C'est la fille, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la fille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste la fille, ouais. Quoi. Et elle navigue là-dedans d'une manière tellement délicate, douce. Le visage vraiment de Juliette Binoche dans Mauvais Sens, c'est un visage essentiel dans l'histoire, je pense, du cinéma français. C'est l'enfance et la jeunesse. Ouais, il y a une part d'enfance, c'est très désexualisé, ça aussi c'est très étrange quand même, parce que souvent quand on a tendance à érotiser les gens qu'on aime en fait au cinéma, et Carax s'interdit absolument de l'érotiser. C'est une icône, c'est pas une femme de chair et de sang. Voilà. Alors après, ça fait aussi partie de quelque chose qui appartenait à l'époque, parce que Mauvais Sang, c'est pas. On a tendance comme ça peut-être en le regardant depuis aujourd'hui à se dire oh là là, c'est une espèce d'ovni dans le paysage du cinéma français. Non, c'est vraiment le moment où le cinéma français est complètement, je sais pas comment dire ça, cerné par l'imagerie. Il y a évidemment Besson, Benex, mais la même année vous avez, je sais pas, quelqu'un comme Cavalier qui fait Thérèse, ouais. Où il y a beaucoup de points communs avec Mauvais Sang. Ouais. Il y a même Michel Deville qui fait le Paltoquet. C'est pas loin. Ouais, c'est vraiment le moment où le cinéma français comme ça essaye de tourner le dos au réel et de porter le cinéma comme ça uniquement dans la métaphore, je vais dire ailleurs. Et puis il faut pas oublier que c'est l'année aussi, moi je me souviens quand même, avant d'avoir vu Mauvais Sang, dans mon souvenir de Mauvais Sang, un mois avant, je crois, je découvre Blue Velvet de David Lynch. Ouais. Donc c'est quand même, ce film appartient à un courant esthétique dominant, majoritaire de la fin des années 80, et en fait il est pas, c'est pour ça qu'il est pas seul à l'époque. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui on le voit comme un film solitaire dans le cinéma français. Alors c'est marrant parce que Carax dit que le cinéma est comme une île entourée d'eau, depuis laquelle on regarde le monde et qu'on voit mieux le monde depuis cette île que quand on est dedans. Et il est devenu une île lui-même en fait. Oui, il est devenu une île. D'ailleurs, il a construit des ponts derrière. Et il y a cette volonté-là, c'est-à-dire que il n'a cessé de placer devant la caméra, je sais pas comment, de vider ce qu'il filmait. Je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire déjà, dans Mauvais Sens, c'est quand même un peu insensé à 26 ans de se dire non, je veux être dans un studio, je veux que les rues soient vides, je veux qu'il y ait personne, en fait, que personne ne vienne, pour le coup, briser ou perturber mon obsession de la beauté. Vous voyez, et il y a comme ça quelque chose de très obstiné, de très orgueilleux et de très autiste aussi quand même dans le film. Et puis les reflets du réel dans le film sont pas toujours ce qu'il y a de plus judicieux. Enfin, vous voyez, par exemple, vous parliez donc de ce vaccin. Voilà, on est quand même juste après le sida. Oui, et l'idée de dire ne sont malades que les gens qui font l'amour sans l'amour, ça, je dois dire que c'était vraiment, franchement pas. C'est voilà, et c'est pas une trouvaille. Non. Mais c'est pas la force de Carax. Et au bout d'un moment, on peut pas demander aux cinéastes d'être bons partout. Je sais pas comment dire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, mais c'était sa manière de parler du sida, voilà. Et c'est vraiment la pire des manières. Et certainement en 86, vous voyez, au moment où le sida arrive, elle est vraiment maladroite, mais comme c'est assez maladroit, des choses qu'on peut retrouver dans Annette, en fait, sur le récit, sur MeToo. Sur le récit du réel, ça va pas, quoi. Très honnêtement. C'est pas son truc. C'est même, on veut pas trop savoir ce qu'il pense, en fait. Pour être très franc, c'est que il est quand même assez réactionnaire sur beaucoup d'idées, en fait. Mais en revanche, sur l'idée du cinéma, il l'est pas. Et donc c'est là-dessus qu'on a envie de le suivre. Alors Michel Piccoli donnait une longue interview à Serge Danet, dans laquelle il parle de la direction d'acteur de Carax. Il y a eu aussi un travail que j'ai fait avec lui, qu'il m'a demandé de faire, c'est de répéter avec l'ingénieur du son la manière de dire le texte. Très souvent aussi, il me donnait des bandes sonores d'acteurs américains. Parce qu'il est fasciné par le grand Hollywood. On va écouter un peu de musique. Et il m'a fait donc, à propos de musique, essayer de trouver la musique que devait avoir le texte que disait ce personnage. D'une façon atonale, d'une façon neutre, d'une façon criée, d'une façon...
Et après, il ne m'a pas dit « Ah, c'est comme ça qu'il faudra le faire ». Mais dans les répétitions du tournage et dans le tournage, j'ai, grâce à ça, trouvé en effet une élocution particulière que je n'avais jamais eue dans un autre film. Et d'ailleurs, ça, c'est une des choses qui me tracasse dans le métier d'acteur. On dit que pour être acteur, on disait qu'il faut bien articuler et avoir une voix bien placée. Ce qui est totalement stupide, parce que chaque texte, chaque personnage, chaque metteur en scène a besoin d'une sonorité particulière. Bien sûr, oui. On ne peut pas articuler du Proust comme on articule du Dabadi, ou on n'articule pas un texte de Carax comme on articule un texte de Doyon. Voilà, Michel Piccoli au micro de Serge Danet en 86. Christophe Honoré, quand vous travaillez avec vos comédiens, vous êtes d'accord qu'on ne dit pas du Proust comme on dit du Honoré? Comment vous travaillez, vous, avec eux, au niveau de la voix? Est-ce que c'est une chose fondamentale quand vous répétez avec eux? Ouais, je répète assez peu en général en amont du tournage. Malgré le retour numérique? Ouais, parce que c'est... j'aime bien... Je suis toujours quand même dans l'idée que les acteurs savent mieux que moi, dans un sens en fait. En tout cas, qui sont plus doués que moi pour savoir comment jouer des scènes. Je dis ça et puis s'il y avait un acteur à côté de nous, il dirait non, c'est pas vrai, t'arrêtes pas de nous corriger, de nous dire plus vite, plus fort, moins fort. Mais malgré tout, au fond de moi, quand même, je pense que l'acteur a toujours raison. Mais avant. Et sur la voix, c'est particulier. Moi, par exemple, c'est vrai que ayant fait quelques films musicaux, en fait, on enregistre presque toute la bande son en amont du tournage. Et donc là, du coup, le travail avec les comédiens sur la voix, etc., il est essentiel. J'allais dire, c'est presque plus au moment du casting, en fait, où c'est vrai que j'écoute beaucoup, en fait, dans les films des autres, les voix des comédiens que j'ai choisis pour voir comment ça va s'accorder l'un avec l'autre. Sur les rythmes et sur le côté, on va dire, un peu plus chef d'orchestre qu'on peut avoir en tant que cinéaste, ça se fait d'une manière assez intuitive, j'ai envie de dire, et pas tant... Je crois pas avoir jamais dit écoute tel acteur, comment il parle dans ce film, j'aimerais que tu ailles dans cette direction. Je crois pas que je me serais permis, en fait, cette chose-là, tout simplement. Je suis assez... J'ai toujours un tout petit peu peur, en fait, que l'acteur doute. Et donc je suis toujours plutôt à essayer de le rassurer le plus possible. Alors Léos Carax avait demandé à Juliette Binoche de ne pas parler pendant 1 mois avant le tournage du Mauvais Sang. Oui, ça voilà, ce genre de prise de pouvoir, par exemple, à la fois ça m'amuse et en fait ça ne m'amuserait pas du tout. Moi, par exemple, je sais qu'en tant que cinéaste, je me sentirais vraiment un mufle. Ouais, même un bâtard en fait à faire ça. Et si vous voulez, c'est tellement, en fait, le pouvoir quand vous êtes cinéaste, il est tellement à votre portée. Oui, c'est tellement facile d'être autoritaire, etc. Parce que les gens ne cessent de réclamer en fait d'être assujettis à vous, que ce soit l'équipe technique, que ce soit les comédiens, etc. Tout le monde veut votre attention. Oui, et puis tout le monde veut être asservi, vraiment, parce que avec cette idée que plus on sera asservi, plus le film sera réussi, ou plus leur implication dans un film sera réussie, et que et je dis ça et vraiment, je sais que moi j'abuse de mon pouvoir comme tout cinéaste, mais il faut être très vigilant en fait là-dessus, hein. Et particulièrement je trouve avec les acteurs et avec les actrices. Et non, ça c'est un truc que je pourrais jamais dire. Par contre, je pourrais dire à Vincent Lacoste dans Plaire ou à Pierre de Ladonchamp que je veux absolument qu'ils portent le parfum que je leur ai donné en début de tournage, parce que quand je les dirige, j'ai envie de sentir ces parfums-là qui me font me souvenir de gens en fait de l'époque. Donc dans un sens, ça me paraît être moins une injonction moins brutale, mais c'est pas rien non plus pour eux d'être obligés de porter un parfum que je leur ai imposé pendant 2 mois. On va écouter un extrait du film qui commence par une voix off de Denis Lavant, et sur cette scène, il court, il s'enfuit, il ne veut pas que Julie Delpy le rattrape, son ancienne amoureuse qui s'appelait Lise, et vous entendrez les portes du métro, et sachez qu'à ce moment-là, vous avez le visage ravissant de Julie Delpy qui vient s'écraser contre la vitre. Lise. Ma petite Lise, je pars. D'abord à la mer et puis on verra. Parce qu'il y a des moments où rien ne peut être changé sans quoi tout change. Des moments où rien ne peut être dénoué de nous sans quoi tout est dénoué. C'est comme un crime, je sais. Je suis le tueur. T'es mon arme encore tiède, abandonnée. Non, oubliée sur le lieu du crime. Et j'espère surtout que mes empreintes sur toi s'effaceront. Je sais que ta jeunesse préservera ton étonnement renouvelé de pas comprendre. Et c'est bien. Je prends le large. Lise, compte pas sur le temps qui passe. Bouge vite. Oublie-moi à toute vitesse.
couche avec des garçons et des hommes. Je me souviens du tout premier dessin que tu m'avais envoyé. Un des plus beaux, avec cette phrase dessous. Quand une fille écarte les jambes, ce ne sont que des secrets qui s'envolent comme des papillons. Mais sois prudente, pas d'amour sans préservatif. Écoute-moi, Lise, je pourrais pas te revoir à nouveau, ni te toucher. Donc la vie aura pas effacé mes empreintes sur toi. Oublie-moi, sois admirable. Je t'embrasse, Lise. Je t'assure que je t'embrasse. Pour toujours et à jamais. Alex. Post-scriptum. Je joins clé et papier de la moto. Elle est à toi maintenant. Et là, Denis Lavant marche dans la rue. Il entend des bruits de pas, des chaussures rouges, une robe blanche. C'est Juliette Binoche qu'il a entrevue dans un bus, qui soudain passe devant lui. Et c'est Benjamin Britten. Qui rappelle quand même la musique du mépris un peu, non ? Vous ne trouvez pas que l'intention est la même ? De toute façon, tout rappelle le mépris. Non, mais c'est le vrai... Mauvais Sens, ça fait partie de ces films hantés. En tout cas, c'est des films qui portent la trace d'un autre film. Et ce film-là, c'est le mépris. C'est très clairement le mépris. Vous le retrouvez sur des traces concrètes, par exemple le bleu et le rouge de Mauvais Sens, c'est le bleu et le rouge du mépris. Vous le trouvez évidemment, Piccoli, on a presque l'impression qu'il est une espèce de fantôme en fait de son personnage du mépris. Et ce qui est très étrange, c'est que la seule chose qui n'existe pas du mépris dans Mauvais Sens, c'est Brigitte Bardot. Et ça, on sent que Carax, il n'y a jamais Brigitte Bardot dans aucun de ses films. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette idée-là du cinéma, cette sensualité-là, cet abandon-là, ce côté aussi populaire. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ça, c'est absent absolument de toute la cinématographie de Carax. Mais ce côté charnel, il n'est pas charnel du tout. C'est impossible en fait pour lui. Mais en revanche, vous retrouvez partout le mépris. Dans le mépris, il y a cette idée du film à faire. Là, c'est le casse à faire. Cette idée comme ça des rapports, le rapport dans le mépris à Fritz Lang et là au vieux gangster, tout, je sais pas comment dire ça, et même l'idée de l'éternité dans le mépris avec la mer. En fait, là, on le retrouve en fait avec le ciel au moment du parachute. Donc c'est vraiment un film étrangement parce qu'on pourrait penser que c'est plus dans l'idée du polar poétique, quelque chose comme Pierrot le Fou, vous voyez, en fait, la référence. Mais elle est pas tant sur Pierrot le Fou, en fait, la référence que sur le mépris. C'est refaire un film après. Et je crois que c'est quelque chose, en tout cas, dans le cinéma français, qui est assez, c'est une figure assez commune, en fait, que les cinéastes refont à 30, 40 ans d'écart, en fait, le film de quelqu'un d'autre. Avec quand même une différence fondamentale, c'est que c'est tourné en studio et que c'est l'anti-nouvelle vague de ce point de vue-là. C'est l'anti-nouvelle vague, même si le mépris, dans un sens, est peut-être le moins nouvelle vague des films de l'époque de Godard, parce qu'on a toujours un peu l'impression d'être dans un studio. Vous voyez, les rues sont assez vides autour d'eux, que ce soit à la villa à la fin, ou que ce soit... on n'a pas une impression comme ça d'une ville prête à surgir dans le mépris. Vous voyez, tous les plans sont quand même très déserts et la question du studio, en fait, c'est pas tant est-ce qu'on a construit un décor ou pas que est-ce qu'on nettoie, je sais pas comment dire ça, est-ce qu'on vide les rues, est-ce qu'on repeint tout, est-ce qu'on sort la vie, quoi. Ouais, voilà. Est-ce qu'on soupçonne le réel de pas être bienvenu chez nous. Et je crois qu'elle est là, la question du studio. Et donc chez Carax, dans Mauvais Sang, en fait, oui, c'est assez étonnant comment le réel n'a pas sa place. J'avais lu à l'époque une critique qui disait c'est pas un film qui veut capturer le réel, il veut s'en protéger. Oui, c'est dans ce sens-là en fait qu'il est, et c'est dans ce sens-là où pour le coup il est beaucoup plus juste et pertinent par rapport à la période. Le SIDA, c'est arrivé de l'épidémie et il se confine en fait, on dirait aujourd'hui. Absolument. C'est un film confiné et ce qui allait aussi avec cette idée de la protection en fait. Alors après, moi j'avoue que à l'époque je faisais déjà partie de ce qu'on appelait le groupe à risque par rapport au SIDA et c'est vrai que là-dessus en fait. En tant que cinéphile, je suis toujours resté très attaché et très admiratif de ce film. En tant qu'homosexuel, c'est un film qui pose vraiment, on en parlait un peu tout à l'heure, mais qui heurte un peu.
vraiment, hein, c'est un peu vraiment stupide, hein, tout ce qui est dit autour du. C'est terrible. Aujourd'hui, c'est carrément terrible quand on le lit. Mais c'est le truc de Carax en fait. C'est je sais pas comment dire ça. Sa langue est rarement son langage est très beau et sa langue, on l'entend même là. Hein. Moi, j'avoue que par exemple ce monologue là qu'on vient d'entendre, c'est vraiment de la mauvaise littérature. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez Carax qui résiste dans les mots. Et c'est là où il échappe d'ailleurs un peu à une espèce comme ça de lignée d'un cinéma français renoirien, truffaldien, etc. C'est-à-dire que le texte quand même pose toujours un problème en fait chez Carax. Et que on aime se souvenir de ces films comme des projections de films muets finalement. Alors il y a eu beaucoup a été dit sur Carax, sur le coût du film, sur la durée du tournage, sur les ennuis que ça a provoqué. Et toujours aussi admirable, Michel Piccoli en 86 monte au front pour lui. Ça a duré 12 semaines plus 18. Voilà. Donc on a largement dépassé, y compris financièrement. Moi, j'ai vu un peu Léos comme ça, et il disait, mais un film, c'est comme un roman d'amour. Il faut d'abord faire le décor, il faut voir si quelque chose va se passer, et puis on attend le temps qu'il faut. Conception extrêmement exigeante. Oui, il n'attendait pas le temps qu'il faut. C'est-à-dire que pendant les 12 semaines, et après pendant les 18 semaines, pas une seconde, il n'attendait le temps que le temps passe. Il n'attendait pas une minute, il a attendu l'inspiration, ou pas une minute, il a attendu une humeur qui n'était pas là, comme il arrive à Godard de le faire, par exemple. Non, c'était un travail acharné de tous les instants. Il n'y a pas une seconde, il y a eu l'attente de l'inspiration ou une mégalomanie quelconque. Non, c'était un travail perpétuel. Toute l'équipe du film, chef machiniste, assistant, les acteurs, tout le monde était d'une telle attention. C'était vraiment un corps constitué incroyable, comme rarement ça existe. Le film a été fait au départ avec un budget de 11 millions pour 12 semaines. Mais il y a eu aussi 3 producteurs qui sont Philippe Diaz, Alain Dahan et Denis Château de 3A, qui ont compris l'acharnement de travail de Carax, qui ont compris qu'il n'y avait que comme ça que pouvait aboutir cette histoire qu'il voulait raconter. Ils voyaient comment il travaillait, ils voyaient les rushs, ils étaient subjugués par ce travail. Donc personne n'a floué personne dans l'histoire. C'est beau quand même. Hein. Oui, puis il a raison. Et puis chaque film ça pourrait passer pour du caprice, mais après tout, si des producteurs sont prêts à suivre, etc., il aurait tort de pas le faire. Et puis je pense que comme il est, on n'a peut-être pas tant plus l'habitude de ça dans le cinéma français déjà à cette époque-là, mais c'est vraiment, je sais pas comment dire ça, c'est la ligne Kubrick. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée de la maîtrise, l'idée que chaque plan doit être absolument maîtrisé. Et ça veut pas dire que ça fait des films là avec évidemment Kubrick et Carax qui sont des très grands metteurs en scène, ça fait des très grands films, mais vous voyez la même année, moi je me souviens très bien du Rayon Vert de Éric Rohmer qui je pense est tourné avec 1/10 de ce budget, et c'est un des plus beaux films français qui existe aussi. Donc c'est-à-dire qu'on peut aimer Mauvais Sang et le Rayon Vert sans forcément les opposer, et parce que on les opposerait en fait sur leur mode de fabrication. Mais il y a aussi le fait que... pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Piccoli, il est quand même, comme il dit lui-même, un aristocrate qui aurait été ruiné au jeu, c'est ça? Il y a quand même aussi cette espèce de capacité d'amener les gens. Il y a quand même 30 semaines, vous vous rendez compte, un type comme Piccoli, il reste 30 semaines pour tourner avec un jeune metteur en scène. Alors bon, en même temps, Piccoli dit c'est bien, ça me réapprend mon métier, etc. Mais comment vous maintenez la foi pendant 30 semaines avec toute une équipe? Ça me paraît herculéen, et du coup, comme Kubrick, ce que vous disiez, du coup, ils font très peu de films. Parce que c'est tellement lourd, émotionnellement, physiquement, financièrement, que oui, ça tue l'inspiration aussi. Oui, ça, c'est que c'est forcément laborieux. C'est des tournages qui sont très laborieux. Je pense que c'est des tournages aussi qui entraînent, comme tous les tournages, hein, c'est
les tournages entraînent toujours quand même des grands moments de détresse, de dépit, de frustration. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui rentrent chez lui après une journée de tournage en se frottant les mains, en disant je suis bien content de ma journée. Non, en général, vous rentrez en vous disant bon bah c'est mort. Et c'est normal parce que le tournage n'est pas un film déjà, et que c'est un lent processus entre le moment de l'écriture, le moment de la préparation, le moment du tournage, le moment du montage, et j'allais dire même le moment 5 ans après que vous ayez fait le film, c'est là où soudain les films ils existent ou ils n'existent pas. Mais c'est très très difficile finalement vous avez des avis sur vos films, mais finalement savoir la valeur de vos films au moment où vous les avez fabriqués, c'est impossible. Mais où vous avez raison, c'est en tout cas sur cette idée, ça épuise. Vous les revoyez, vos films ? Moi, je les revois pas tellement, non. Mais c'est parce que je suis dans une logique inverse qui est de à peine un film fini, en fait, je veux me rattraper sur le suivant. Je sais pas comment dire ça. Et je pense que c'est par exemple, moi, quelqu'un que j'admire assez aujourd'hui, c'est quelqu'un comme François Ozon. C'est-à-dire que je trouve que c'est la meilleure manière de faire du cinéma aujourd'hui. De ne pas s'arrêter. De ne jamais s'arrêter. Et c'est la seule manière déjà d'échapper un tout petit peu au marché de l'offre et de la demande, en fait, qui existe dans le cinéma d'auteur comme dans le cinéma plus industriel. Et en quoi le fait de tourner sans cesse vous permet d'y échapper ? Au contraire, parce que on pourrait dire aussi, on n'a même pas le temps d'attendre un film d'Ozon qu'il y en a déjà un nouveau. Oui, mais justement, c'est-à-dire au moment où il va proposer un nouveau film, le précédent n'est pas fait. Donc en fait, vous n'êtes pas en réaction à votre précédent film, vous voyez, au moment du financement. Oui. Et ça change tout. Parce qu'autrement, quand vous enchaînez comme ça un film après l'autre, oui, vous dépendez pas de sa carrière. Ouais, et puis on attend toujours à ce que vous répondiez en fait à votre film précédent. Et je trouve que c'était la méthode Fassbinder, c'était moi, je crois beaucoup à ça, à cette idée que les cinéastes, c'était Godard qui disait ça, on confierait pas un avion, en fait, à quelqu'un qui a pas volé pendant 2 ans. Moi, je comprends pas qu'on puisse confier un film, un tournage à quelqu'un qui a pas tourné pendant 5 ans. Ça, vous voyez, c'est aussi dangereux, j'allais dire, dans un sens. Un cinéaste, c'est quand même fait pour tourner, plus que pour rêver des films. Et après, je pense, en fait, pour revenir à cette idée que vous dites, c'est-à-dire un tournage de 30 semaines, moi, je suis tellement impatient, je sais pas comment ça peut tenir, effectivement. Même comment vous arrivez tous les matins, en fait, effectivement, et en disant à l'équipe, les gars, on va faire un travelling, et je sais pas, c'est-à-dire oui, ça s'épuise parce qu'un film c'est petit quand même, c'est un je sais pas comment dire ça, c'est un désir qui est quand même toujours un peu mesquin chez un cinéaste, un film. Vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est assez secret, qui est assez. Oui, pourquoi mesquin ? Secret, c'est pas mesquin. Non, quand je dis mesquin, c'est moi, c'est ma manière, parce que j'ai pas tellement envie de le partager, en fait. Et ce qui est idiot, parce que c'est complètement contradictoire. À partir du moment où vous faites un tournage, il faut bien le partager, ce film. Et j'ai toujours quand même dans l'idée que si je le partage trop, en fait, il va m'échapper. Et que donc, il faut rester très solitaire. Et je pense que Carax est quand même, malgré tout, très solitaire dans sa manière de fabriquer des films. Et, mais oui, c'est un grand chantier. C'est-à-dire que les films de Carax, on voit bien l'échafaudage, quoi. Enfin, soudain, il y a toute la façade à refaire, quoi, et qu'il ne sera satisfait que une fois que toute la façade sera faite. Donc après, je crois encore une fois que le cinéma, je pense que pour quelqu'un comme Piccoli, pour revenir un peu à votre question, il aime bien alterner, en fait, tout simplement, et que soudain, c'est une expérience nouvelle, inédite, et qu'après tout. 30 semaines, nous, ça nous paraît immense, que vraiment, je sais pas combien de films français sont faits en 30 semaines aujourd'hui, mais... Je me souviens, le Rapno Bon Voyage, c'était 24 semaines, et ça nous a paru déjà... C'est insensé. Impossible. C'est insensé. C'est insensé. Et après, en plus, il faut se dire quand même que 30 semaines, c'est 30 semaines de rush aussi, derrière. C'est-à-dire avec quelle matière on se retrouve par la suite. Parce que si j'entends et je crois Piccoli, ça veut dire que c'est pas ces 30 semaines à tourner tous les jours, à faire des plans fabriquer. Alors je pense qu'il doit refaire beaucoup. Car je pense, pour avoir un peu, en plus, on avait la même assistante à un moment, première assistante, je sais qu'il refait beaucoup en fait des séquences dont il est pas content, il les refait. Donc je pense que c'est un principe de retake qui est un peu instauré comme une méthode presque de travail. Mais malgré tout, oui, c'est laborieux. Et le cinéma laborieux, faut effectivement
faut être assez messie, en tout cas avec son équipe, pour réussir à les mobiliser sur un temps aussi long. C'est laborieux et par moments, il y a la grâce. On va écouter le moment, je pense, du film Mauvais sang de Léos Carax. Juliette Binoche est seule avec Denis Lavant. Michel Piccoli est allé se coucher. Ils attendent, c'est la nuit. Et elle est allongée sur un canapé. Tu mets un disque ? Vite avant que la mélancolie s'empare de tout. Denis Lavant est de dos et il cherche. Plus. Comme si... Je me sens si... Les choses sont trop... J'arrive pas à choisir. Voilà, il cherche dans les disques. Je vais mettre la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Attention. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard. Vite, Anna, un chiffre. Quoi ? D'accord, 3. 1, 2, 3. Voilà. Écoutons et laissons-nous dicter nos sentiments. J'ai pas de regret d'avoir fait ce que j'ai fait. Je pouvais plus vivre avec sa peine. Jetez-moi la pierre si vous n'avez jamais tant souffert comme moi je souffrais. Par grande misère, elle avait oublié ce que c'est pour de vrai quand on s'aime. Mon soleil d'hiver, mon eau fraîche en été, ma Nelly, je l'aimais, je l'ai tuée. Et maintenant, pour Christophe qui habite le 5e, de la part de Juliette qui habite le 1er, L'amour moderne, par David Bowie. Et voilà, Denis Lavant court dans cette rue entièrement fabriquée en studio et d'un seul coup, la chanson s'arrête. On va l'arrêter un peu avant, mais c'était violent dans le film. Ça s'arrête pourquoi ? Pour l'énergie ou parce qu'il n'a pas les droits d'en garder plus longtemps? Peut-être qu'il a pas les droits, mais en tout cas, il a raison de l'arrêter aussi dans le sens où ça nous donne... on aimerait que ça dure toujours et que c'est le principe du film, en fait. Est-ce qu'il existe l'amour qui va vite et qui dure toujours? Et non, ça s'arrête. Et puis, ce qui est assez beau, c'est aussi que derrière, dans sa manière de construire la séquence, et je pense que la beauté de la séquence, elle vient aussi du contraste. On voit, si je me souviens, c'est Mireille Perrier qui arrive avec ce petit enfant et cette référence à Chaplin. Et soudain, voilà, il y a comme ça en quelques minutes une idée d'un cinéma absolument contemporain d'aujourd'hui, associé à Modern Love et qui regarde comme ça un cinéma qui a déjà 60, 70 ans
et il réunit ça dans une colure de cinéma en fait. Et une colure de musique aussi de Reggiani Bowie. Voilà, et qui est et ça c'est une des très grandes forces en fait du film en fait. C'est vraiment un film qui essaye comme ça d'embraser une histoire du cinéma qui partirait du cinéma du muet jusqu'au moment de son propre tournage. Alors, comme vous le savez sans doute, tous les jours, nous avons droit à l'instant Godard, puisque Godard sera l'invité de l'émission le 13 août. Mais pour l'instant, on va l'entendre. Je veux dire, je suis bien gentil de répondre à ces questions. Alors, Jean-Luc Godard, si je vous dis mauvais sang? Non. Carax, non? Non, c'est trop faiseur ou trop vouloir faire. Je sais pas. Mais je suis curieux de voir son dernier film. Comédie musicale. Oui. Non, que ça soit les beaux ou les mauvais, je m'intéresse à tout le parcours. J'ai mon opinion, c'est ce qu'est devenu le cinéma, si vous voulez. Je peux pas. Christophe, d'après vous, c'est quoi? C'est Godard qui tue ses héritiers potentiels? Oui, il a toujours eu un problème avec ça. Non, après, je pense aussi que c'est compliqué parce que les héritiers, vous les désignez, et que les gens qui se présentent comme vos héritiers, en fait, il y a de plus désagréable que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que parce que ça vous pousse vers la mort, hein, et Godard, il est vivant, et il est bien vivant. C'est encore quand même le cinéaste le plus intéressant d'aujourd'hui, et donc. Et puis surtout, je pense que à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, je pense que forcément Godard, au moment où Carax fait mauvais sang, donc au moment où en gros il refait le mépris, Godard il est vraiment passé à autre chose. C'est à peu près l'époque où nous on va sortir l'éloge de l'amour. Enfin, vous voyez, il n'est pas encore totalement passé à autre chose. Il y a, en tout cas, c'est bizarre, moi j'associe ça aussi à Je vous salue Marie et tout ça, mais ça c'est un peu plus tôt. Oui, voilà. c'est à peu près ça, oui. Et on voit bien en fait que c'est des films. Ah, c'est atroce, parce que j'aime pas dire ça, mais Je vous salue Marie est un film plus jeune que Mauvais sang dans un sens. Mais c'est débile de dire ce genre de choses. Donc, mais après, vous savez, en tant que cinéaste, de toute façon, on peut difficilement demander à Godard de décerner des bons points. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il a un peu tendance à en décerner systématiquement des mauvais. Ouais, parce que ben oui, mais en même temps, c'est normal. Il est ailleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment ailleurs. Enfin, donc moi j'y vois une petite tendresse en fait, parce que malgré tout après il dit non mais je vois tous les bons et les mauvais, donc ça prouve quand même qu'il y a des bons. La Sarabande de Benjamin Britten. Christophe Honoré, c'est l'heure du questionnaire. Alors, la première séance de cinéma dont vous vous souvenez? Très honnêtement, la première séance, je sais pas trop, mais je me souviens en tout cas de la première séance d'un film que j'ai vu à Paris. Comme j'habitais en Bretagne, en fait, je venais avec mes parents à Paris et c'était Papy fait de la résistance sur les Champs-Élysées. Et je me souviens très très bien de cette soirée. La dernière séance qui vous est marquée? Bah, ça va être une double séance parce que j'ai été voir deux films qui étaient Bergman Island de Me Hansen Love et Onoda d'Arthur Harari, et c'est vrai que c'est deux films qui sont très très stimulants en tout cas en tant que cinéaste. Votre film de chevet? Bon, on va dire je sais pas, ça change tout le temps, mais c'est quand même, je pense que c'est Lola de Jacques Demy, je pense que c'est le film que j'ai le plus vu. Vous auriez pas dit Jacques Demy, je serais tombée de ma chaise. Pourquoi c'est celui-là?
dans la carrière de Jacques Demy? Pourquoi juste? Parce que c'est vraiment le premier que j'ai découvert. Voilà, c'est celui aussi qui m'a fait croire à un moment que j'allais faire du cinéma quand j'avais 13-14 ans, que j'allais chez ma grand-mère à Nantes et que avec elle, je faisais comme ça le pèlerinage des lieux de tournage du film. Et puis, parce qu'il y a quelque chose là, pour le coup, on est à l'inverse de Carax. Hein. C'est une espèce de beauté qui semble être tellement fragile, mais qui est tellement aussi malgré elle. Enfin, c'est une grâce en fait, plus qu'une beauté. C'est un film qui est pas du tout impressionnant, Lola. Et je sais pas, ça, dans les moments de découragement, en fait, c'est toujours un film qui me donne envie de me dire, allez, essayons d'en refaire un. Le film dans lequel vous aimeriez vivre? On va dire journal intime de Nanni Moretti, parce que je pense que j'aimerais autant être assis derrière son scooter que aller voir où a été assassiné Pasolini, que de boire des verres d'eau avec lui le matin. C'est vraiment le genre de film en fait où danser un peu avec Flashdance dans les oreilles. Ouais, c'est des films tellement doux, tellement accueillants en fait, les films de Moretti. Pas toujours. J'aimerais pas être dans Palombe la Rossa parce que les piscines, vraiment, c'est un peu un problème pour moi. Le classique qui vous laisse de marbre. Bon, alors ça, c'est terrible, mais si je suis, parce que du coup, on se sent quand même très couillon dans ces cas-là. Bah non. Mais je crois que c'est les films de Louise Buñuel. Je n'ai jamais réussi, en fait, ni à m'y intéresser, ni à essayer de comprendre pourquoi les gens trouvaient ça si formidable. Et vraiment, hein, c'est quelque chose qui m'est absolument étranger, en fait. Ils ne m'agressent pas du tout, ces films-là, juste je n'arrive pas à les saisir. Et vous en avez vu souvent plusieurs? Ah oui, je crois que j'ai vu tous les films de Buñuel. Vous y collez souvent, oui, c'est ça. Ben oui, parce que au bout d'un moment, quand même, vous vous dites. Et puis j'aime l'idée des films de Buñuel, mais face aux films de Buñuel, je dois avouer que je suis vraiment un spectateur de marbre. Ça ne me fait rien. Ah. La pépite que personne ne connaît. Ouais, tout le monde connaît tout maintenant, mais non. Je dirais peut-être un film en fait de la nouvelle vague tchèque d'Ivan Passer qui s'appelle L'éclairage intime, que moi j'avais découvert au moment où il était sorti en DVD et voilà, ça fait partie des films. C'est des films qui me font penser à Milos Forman que j'adore et Ivan Passer, c'est un grand cinéaste. Je crois qu'il est mort il y a pas si longtemps et Éclairage intime, c'est un très très beau film. Votre voix de cinéma préférée? Bah, ça, pour moi, c'est évident. C'est la voix de Catherine Deneuve. Je peux l'écouter des heures et des heures, dans n'importe quel film, même le film le plus abominable. Oh, il y en a pas beaucoup d'abominables. Il y en a pas beaucoup. Si, je pense que même Catherine admettrait qu'elle a fait des films abominables. Mais, je sais pas. C'est insensé. C'est-à-dire, c'est la musique de Catherine Deneuve. Pour moi, c'est un hymne au cinéma français. C'est l'hymne national du cinéma français. C'est joli ça. Votre salle de cinéma préférée? Ouais, je dirais que c'est l'Arvor à Rennes parce que c'est la seule fois en fait où j'ai habité face à un cinéma quand j'étais étudiant. Vraiment, j'avais juste à traverser la rue et c'est certainement quand même l'endroit où j'ai passé le plus de temps entre 19 et 23 ans. Votre prochaine séance? Je pense que je vais aller voir un film d'une jeune réalisatrice australienne qui s'appelle Mila. Voilà. Formidable. Vous l'avez vu? Très beau film. J'avais envie d'aller voir ce film. Ouais, très très beau film. Votre vœu cinéphile? Ah là, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Allons bon. Bah, je sais pas s'il y a une divinité du cinéma comme ça qui nous protégerait, mais si c'est le cas, c'est méchant. C'est pas grave. Bah, j'aimerais bien qu'elle nous préserve des films de Tarantino et de Mai Wen, par exemple. Qui vous a dit que j'étais pas d'accord? Je sais pas, vous avez distribué un film de Sorrentino? Un Sorrentino, oui. Mais je parlais pas de Sorrentino. Mais voilà, s'il pouvait nous préserver de ce genre de film qui pour moi représente à peu près tout ce que je déteste dans le cinéma d'auteur aujourd'hui, ce serait bien. Une fois critique au Cahier du cinéma, toujours critique au Cahier du cinéma. Au revoir Christophe Honoré, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée. Demain, nous serons avec Alice Vinocourt pour parler d'un classique, évidemment, Vertigo. L'émission d'aujourd'hui était réalisée par Doria Zénine, préparée par Meryl Moneghetti et Lila Bozos. À la technique, nous avions Jordan Fuentes. Et c'est avec plaisir que je vous retrouverai en direct demain. Au revoir.